bienvenue dans Il y a du bruit dans la bobine à l'affiche, un épisode où l'on cause cinéma avec passion, où l'on partage à chaud nos impressions, et toujours sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journaliste et ça s'entend parfois, on est juste deux poteaux, deux micros et une projo, et toujours pour le meilleur et pour le pire. Comme vous venez de l'entendre, c'est la rentrée dans le podcast et qui dit rentrée dit nouveauté. On vous rassure, évidemment, on garde nos épisodes cinéphiliques avec la fameuse watchlist, mais on ajoute un petit truc en plus, des épisodes à l'affiche, où l'on vous parle de films que vous pouvez aller voir au cinéma, parce que oui, le cinéma, c'est quand même vachement mieux en salle. On vous proposera donc ponctuellement, quand on aura le temps, des épisodes à l'affiche pour partager nos impressions à chaud. Ils tomberont sans prévenir, alors restez à l'écoute. Et bien sûr, les revisites continuent avec la watchlist, nos films cultes, aimés, oubliés, un jeudi sur deux à 8h30. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous, parlez, commentez, mettez des étoiles, des cœurs, enfin ce que vous voulez, bref, un énorme merci à vous qui faites vivre le podcast sur vos applis préférées. Et en parlant de watchlist, Cédric, qu'est-ce que tu nous as préparé pour les semaines à venir ? Il y aura de beaux épisodes, mon Manu, parce qu'on aura d'abord un spécial Halloween où on viendra revisiter ensemble la trilogie Evil Dead. Ensuite, on aura aussi notre spécial Noël, où on se fera découvrir un film chacun notre tour dans l'esprit de Noël. J'attends cet épisode avec impatience. Ça m'étonne pas, mais ne t'inquiète pas, ce sera pas Die Hard de McTiernan. Et il y aura également ta trilogie à toi. Ah oui, alors dont tu me caches le sujet. Et j'ai hâte de voir ça. Mais vu ton regard, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose d'avoir hâte. Oui, j'ai préparé une sorte de trilogie que j'ai réunie moi-même. C'est pas une vraie trilogie dans le sens officiel, etc. C'est vraiment quelque chose de perso. J'ai sobrement appelé ça Fragment d'Iran. Donc 3 films très différents mais qui, mis bout à bout, racontent quelque chose d'assez puissant sur une société, ses fractures et surtout sur le rôle du féminin. Donc je ne te dis pas encore quel film j'ai sélectionné, mais tu verras, Cédric, tu as le fil rouge, tu verras, je pense que tu vas apprécier. Mais je pense savoir de quel film tu parles. Vivement que moi j'attaque la série Vendredi 13 avec ses 7 films, au dernier Jason et Freddy. Je quitte ce podcast. Et pour ce premier épisode de À l'affiche, on est parti voir au cinéma Sirat, ouais. Le film d'Oliver Lax, qui est à l'affiche aujourd'hui avec notamment dans le casting Sergi Lopez. Alors Cédric, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous pitcher un petit peu le film ? Bien sûr. Alors en gros, tout commence en fait à une rave dans le désert marocain où un père et son fils font le tour un peu des personnes parce qu'ils sont à la recherche de leur... il est à la recherche de sa fille et donc il ne la trouve pas. Mais en parlant avec un groupe de teufeurs, ceci leur dit en fait que ils vont aller à une autre fête sans doute et que dans cette autre fête il se peut que sa fille soit là. Et donc va s'en suivre un espèce de road movie un peu étrange. Voilà, sans en dire plus. Alors c'est un peu compliqué avec ce film parce que en vrai il est bourré de surprises entre guillemets, donc c'est quand même relativement dur d'en parler dans le détail, surtout qu'il faudrait vraiment qu'on fasse l'effort dans cet épisode-là, surtout pour ce film-là, de pas trop révéler. Donc tout à fait, faut pas spoiler. Voilà, faut pas spoiler parce que je pense que ça risque de vous couper un petit peu de l'effet de surprise qui je pense que le film joue vachement là-dessus en fait. Alors oui, c'est sûr. On va y revenir. Est-ce que tu connaissais un petit peu le réalisateur ou pas ? Pas du tout. Mais vraiment pas. Tu m'avais envoyé la bande-annonce et quand moi je l'ai vue, j'ai dit waouh, ça a l'air vraiment bien. Allez, allons-y. Alors, Oliver Lax, c'est un réalisateur, scénariste, producteur et parfois même acteur. Là, Sirat, c'est son 4e film. Il avait réalisé en 2010 Vous êtes tous des capitaines. En 2016, Mimosa.
En 2019 viendra le feu. Et donc Sirat, en 2025, hein, son 4e film, qui a été présenté en sélection officielle à Cannes et qui a remporté le prix du jury. Moi, j'ai vu Viendra le feu, son film de 2019, qui est un super film, qui fonctionne un petit peu pareil, c'est-à-dire que il y a toute une première partie qui est un petit peu une petite installation, enfin une grande installation, pardon, assez contemplative. Alors c'est, je pense, beaucoup plus abrupt. On suit un homme qui sort de prison pour pyromanie. Et il va retourner dans son village, il va retourner chez sa mère et va s'installer une espèce de vie très documentaire, très très âpre sur cette vie en ruralité entre guillemets, et toute une notion de suspicion un peu grandissante autour de sa personne. Et surtout, le film s'appelle Quand viendra le feu, donc la deuxième partie, c'est clairement un incendie. Donc voilà, il y a cette notion très, comment dire, une confrontation entre la première partie qui est vraiment très aride, très austère, et la deuxième où là, on est clairement dans le feu de l'action, vraiment. Le film est assez puissant, un petit peu compliqué à aborder quand même, parce que il ne donne pas toutes ses clés, comme dans Sirat, évidemment, dès le début, et il faut aimer quand même des scènes où on a quand même l'impression qu'il se passe rien pendant plusieurs minutes, des scènes de vie, voilà. Mais Viendra le feu est un film que j'avais vraiment, vraiment, vraiment aimé, et qui avait grandi, enfin voilà, quand je suis sorti du visionnage, je l'aimais bien, mais sans plus. Et en y repensant, le film a vraiment fait son chemin, et il m'a même fait penser aussi à Asbestas sur certains thèmes ou sur certains petits échos. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Sirat? Bah écoute, c'est marrant parce que quand tu dis, tu sais, le film que tu dois digérer, c'est exactement ça, puisque à la sortie de salle, tu sais très bien que j'étais un peu en colère. Un peu en colère parce que je m'étais imaginé quelque chose avec la bande-annonce et on m'offrait quelque chose de complètement différent. Et moi, j'étais complètement zen. Et toi, t'étais complètement zen. Mais après, c'est souvent comme ça, tous les deux. Le film, j'ai eu besoin de temps pour vraiment y réfléchir, l'ingurgiter. Ça m'avait fait un peu le même sensation. Alors, même si les films sont très, très différents, hein, ça m'avait fait la même sensation avec Climax de Gaspard Noé, où en sortant de salle, je trouvais ça, j'avais dit à un ami, ah, c'est présomptueux. J'étais vraiment, j'avais, j'avais pas accroché. Et au fur et à mesure, et en le revoyant, alors Sierra, je vais pas le revoir tout de suite, mais en revoyant Climax, j'avais pu, voilà, voir un peu tout ce que représente ce film-là et tout ce qu'il apporte. Sirat, c'est un peu la même chose. Je suis sorti de salle très décontenancé. La nuit passée, le lendemain, j'ai commencé à réfléchir un peu aux scènes. Bon, tout n'était pas acheté quand même quand je suis sorti, hein. C'est pas le sujet, hein, quand même, parce que la photo est magnifique. Mais j'avais vraiment ce sentiment d'avoir été floué sur la marchandise. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment agacé, et du coup, j'ai pas réussi à prendre assez de recul en sortant de salle pour voir toute la beauté de ce film-là. Après, j'ai des réserves tout de même sur le film. Il y a des choses qui m'agacent énormément dans le film. Je trouve qu'il y a des facilités qui auraient pu être évitées. Il y a des incohérences qui sont quand même assez flagrantes et un peu bêtes. Mais le film, avec du recul, je me dis que ça reste quand même un film qu'il faut voir, parce que ça a un sujet très fort, et je trouve que c'est une mise en scène assez folle. Alors, pour être tout à fait au clair avec nos auditeurs, quand on est sorti du cinéma, tu m'as quand même dit: j'ai l'impression d'avoir perdu 2 heures de ma vie. Ce que j'ai trouvé absolument injuste vis-à-vis du film que l'on venait de voir, quand même. Ah bah, mais c'est parce que je me sentais complètement floué. Moi, j'ai pas l'impression que la bande-annonce raconte autre chose. Je trouve qu'elle est très axée peut-être sur de l'action, éventuellement. C'est exactement ça. Mais c'est une action qu'on retrouve dans le film. En fait, il y a plein de moments où on est quand même très, très tendu
par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce road trip dans des endroits assez périlleux. Moi, il y a eu plein de moments où j'étais vraiment pas très 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 bien à voir le film. Après, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et pareil que toi, je suis sorti du film, je l'aimais beaucoup et maintenant je l'adore, mais vraiment. Ce film-là, je trouve que il y a quelque chose d'exceptionnel. Déjà à l'image, c'est bon, évidemment, c'est très beau. Tout le travail sur le son, parce qu'en fait, le son, c'est de la narration. C'est pas un son qui va accompagner, c'est pas un son qui va faire une virgule, qui va nous. Non, non. Le son fait vraiment partie de la narration du film. En plus, sur une musique qui, moi, enfin, j'écoute quand même beaucoup de musique, mais on peut pas dire que la techno, je suis un grand fan. Enfin voilà, j'ai pas spécialement de connaissances dans ce niveau, dans ce style musical-là. Et pourtant, et je me suis dit dès le début, hein, je me suis dit, ouais, il y a quand même de la musique tout le temps, ça peut être relativement chiant. Et en fait, non. Et en fait, j'ai trouvé que la musique était réellement parfaite. Le démarrage sur justement l'installation de espèces de murs de son est déjà, enfin, est super belle. Elle dit tout en fait. Elle dit tout en fait. La musique, ça va être aussi un fil narrateur. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment un personnage, en fait, même, je trouve. Et, tu sais, il y a ce week-end, j'ai écouté, enfin réécouté, parce que c'est une BO que j'aime beaucoup, la BO de The Substance. Mmh. Et en fait, les deux BO en fait, sont relativement proches dans les sonorités. Et en fait, quand tu écoutes la BO de The Substance, eh ben c'est pareil en fait. Elle fait partie de l'histoire, notamment au niveau du swap. Et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement la même chose dans Sirat. Mais j'ai quand même l'impression, alors je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai quand même l'impression que dans Sirat, la musique est là quasiment tout le temps, sauf à un moment un peu de trance, sans trop vous en dire, où ça démarre sans son et où en fait les corps commencent à faire percussion. J'ai l'impression que la musique, alors c'est dans mon souvenir, hein, peut-être pas très fiable non plus, mais j'ai l'impression que dans The Substance, la musique est moins présente en tout cas. Bah, en fait, la musique est moins présente dans The Substance quand c'est Demi Moore. Elle devient beaucoup plus péchue quand c'est Margaret Qualley qui prend la suite. Dans Sirat, je sais pas si la musique est là tout le temps, mais vu qu'elle marque énormément, elle donne peut-être cette impression-là. Faudra vérifier. Faut un deuxième visionnage de toute façon de ce film-là. Je pense qu'il en faut plusieurs pour comprendre l'étendue de l'œuvre d'Oliver Lax. Alors, le titre lui-même du film, Sirat, ça évoque un pont ou une passerelle. C'est le pont entre l'enfer et le paradis, un passage, une transition. Donc c'est à peu près la définition que l'on a au tout début du film dans le carton, entre guillemets. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a quand même une longue intro avant d'avoir en gros caractère Sirat décrit en plein milieu. Il y a quand même, je sais pas combien de minutes il y a, mais c'est quand même Il y a facile un quart d'heure, 20 minutes. Hein. c'est quand même assez, c'est comme une introduction qui est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, très efficace, mais très longue. Tu sais ce que je me suis dit quand le titre est arrivé? Je fais, mais ça fait vraiment 20 minutes ou est-ce que c'est du perçu? tu sais, parce que je m'ennuyais pas, hein, pas du tout, parce que le film, on s'ennuie quand même pas devant, même si c'est très contemplatif, on s'ennuie pas. Mais c'est vrai que quand le titre est apparu, je me suis dit, le titre est vraiment apparu à 20 minutes, ou c'est que je me fais chier, et ça fait 20 minutes au ressenti, alors qu'en fait, il y a 2-3 minutes de passé. Non. Donc, alors, comment vous parlez un peu du film? Alors moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film sensoriel. C'est un film envoûtant qui pose plein de questions. J'ai bien vu que en sortant du film, même si le film a progressé en toi, ça t'a un peu refroidi, un peu bloqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce qui t'a exaspéré dans le film, sans raconter les détails? C'est un exercice compliqué, hein, clairement. Surtout que c'est un exercice auquel on n'est pas habitué, parce que nous, on spoil tout le temps. Donc là, aborder le sujet du film sans décrire certaines scènes, essayer de dire réellement ce qui m'a déplu sans aborder certaines scènes, ça va être un peu compliqué. Ceci étant, je vais tâcher de faire au mieux. Ce qui m'a déplu, c'est que je trouve que parfois, ça joue avec la facilité. La scène de fin, notamment, m'embête énormément parce que... Alors, je te coupe, juste pour clarifier, la scène de fin, la scène de
toute fin, celle qui clôture le film, ou la scène qui est juste avant, qui permet de donner, alors peut-être des clés pour certains et des interrogations pour d'autres. C'est de cette scène-là dont je parle, Ok. où je trouve que sur la tension mise en place, c'est très facile, personnellement, je trouve. Et surtout, il y a de l'incohérence. On en a parlé un peu dans la salle, où je trouve les personnages profondément bêtes, en fait. Parce que ce qu'ils utilisent à ce moment-là, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça aurait pu éviter bien des drames. En fait, cette scène-là, pour essayer de la raconter sans trop en raconter, C'est un jeu de hasard. ouais, c'est un peu un jeu de hasard, c'est-à-dire qu'il y a une action qui doit être faite, peut-être d'une certaine manière, parce qu'il y aurait des conséquences importantes si ils ne font pas l'action correctement. Est-ce que c'est clair ou pas? Oh la vache, et tu spoil pas super. Tu spoil pas très bien, je trouve. C'est. Non, si, c'est bien. C'est bien. Je te remercie. Parce que quand je veux pitcher, je pitch mal. Tu sais, les auditeurs, ils vont faire. On a rien compris. Ouais. Mais au moins, il a pas spoilé. Donc, ils sont chacun individuellement, enfin, chaque personnage est soumis à cette espèce de choix de hasard. Il y a un des personnages qui, alors là, pour le coup, ça n'apporte rien de dire qu'il a réussi son pari. Mais les autres, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui t'a gêné dans ces choix-là? Tu disais qu'il y avait une facilité. Parce que dans le fond, en fait, ils ont des objets autour d'eux qui leur permettraient de leur dégager le passage. C'est comme si je te disais de choisir des cartes dans un paquet de cartes et que je mettais qu'un as alors que t'en avais 3 et que les 3 étaient sur le côté et que tu peux les rajouter, hein. Et je te disais de trouver un as. Et tu les rajoutes pas pour rendre le truc le plus dur. En fait, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux pour pallier au hasard, pour contrer le hasard, en fait. Et ils le choisissent pas. Ils le font pas. Et ça, c'est au service de l'attention de la scène. Non. Ah, pour moi, si. Pas du tout. Parce que en fait, s'ils le faisaient, tu enlèves tout le côté dramatique et la tension qu'il y a dans cette scène-là. Et c'est ça qui me pose problème, c'est l'impression de faire des choix sur le film pour faciliter la mise sous tension du spectateur, alors que je pense qu'il y avait mieux. Tu vois, il y a une autre scène où tu disais que c'était un peu périlleux. Ouais. Tu vois, celle-ci, elle est ultra tendue. Et je suis d'accord avec toi. Je bougeais sur mon siège, j'étais pas bien. Franchement, c'est un passage qui, moi, m'a remué les tripes. Surtout que j'ai une phobie par rapport à ça, donc ça m'a vraiment remué les tripes. Mais parce que elle est logique, cette scène-là. Il y a aucun problème avec ça. Le chemin est périlleux, c'est normal d'être face à ça. Tu vois, la mise sous tension, elle est logique parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire ça. Là, la mise sous tension, elle n'est pas logique. Parce qu'ils ont d'autres chemins. Ils ont d'autres façons de faire pour éviter des drames. Et ils la choisissent pas. Alors, moi, je pense que tu as ce ressenti-là parce que tu vois le film de manière pratico-pratique. Mais ce qui est... Je ne suis pas du tout terre à terre, mais tu exagères. Ce qui est normal chez toi, on va dire, fait partie de tes caractéristiques techniques. Salaud. En fait, si tu regardes bien, et c'est ce que dit Oliver Lax, il parle du film comme un rite de passage. Le mot sirat, c'est vraiment ce pont. C'est vraiment quelque chose de on est sorti du réel. On n'est plus dans le réel. On est dans quelque chose de beaucoup plus spirituel. On n'est pas dans une narration normale. À partir du moment où ils sortent justement de l'enquête initiale, c'est-à-dire de retrouver en fait la fille de Louis, jouée par Sergi Lopez, quand on sort de ce moment-là pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'aller rejoindre une autre rave, que là c'est placardé le carton plein écran qui dit Sirat, moi je sais que là on rentre dans la signification même du titre, c'est-à-dire ce pont, et c'est pour ça que ces choix qu'ils font à ce moment-là, donc dans l'avant-dernière scène, je ne le prends pas en premier degré parce que il se passe des choses à l'écran, et ce qui se passe à l'écran, en fait, si c'était vraiment réel, ce serait visuellement très dur à voir. Et on ne voit rien. On ne voit rien. Donc,
pour moi, ça ne parle pas, ça ne montre pas des gens qui, pour prendre un exemple simple, pour essayer de vous faciliter la compréhension de nos propos, c'est, genre la roulette russe, quoi. Voilà. Ça nous montre pas, si on prend le le concept de la roulette russe, on fait un choix au hasard et paf, si on se tire une balle dans la tête, ça fait des dégâts, que l'on voit visuellement avec, du sang et cetera. Dans Sirat, le choix qu'ils font, visuellement, il y a quelque chose qui témoigne de l'impact, mais après, c'est quasiment, Parce que ça fait partie que du groupe. Je suis. non, 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 parce que tout simplement, je pense que, heu, on évoquait, heu, dans cette description très floue de cette scène-là, le fait qu'ils étaient soumis à un choix. Que les personnages étaient soumis à un choix, qu'il y avait un des personnages qui avait réussi et qui n'avait pas subi, les conséquences d'un mauvais choix. Heu, Là, effectivement, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les autres ne font pas exactement, le même choix? Si ces personnes-là faisaient exactement le même choix, eh bien, en fait, ils seraient, sauvés ou en tout cas, ils seraient dans le même état que Louis qui a fait ce choix-là. C'est ce qu'ils font. Ils suivent pas à pas, le choix du premier qui est sorti. Mais en fait, ce que raconte le film, c'est pas ça. Ce que raconte le film, c'est que c'est une question aussi de temporalité. Si Louis, le personnage joué par Sergi Lopez, a fait ce choix-là, c'est parce qu'il a fait ce choix au bon moment. Il y a toute une notion du temps dans le film qui est hyper important. Ces autres personnages-là qui copient le choix de Louis, bah, ça ne peut pas fonctionner puisqu'en fait, c'est un choix individuel et personnel. Et c'est pas du tout, quelque chose, en fait, c'est une introspection, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui est pas alors c'est très flou quand je le dis comme ça, mais c'est pas parce qu'un tel a réussi, telle étape que les autres vont le réussir parce qu'ils ne sont pas tous au même moment et la même temporalité, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, personnellement, j'ai du mal à le voir, notamment sur les deux autres personnages qui réussissent, où ils le font ensemble, donc c'est pas un choix personnel. Non, mais parce que c'était le bon moment pour eux. Après ça Moi, pourrait, je sais bah, pas, non, je trouve ça trop abstrait pour moi. Ça me parle pas je vois pas du tout ça. Surtout que quand tu parles, enfin, tu vois, quand on parle de Sirat, de ce chemin du paradis vers l'enfer, je trouve que le film en lui-même, sans partir dans des choses hyper abstraites, l'est clairement au début de la rêve, l'insouciance. Enfin, il y a le sujet de trouver la fille, mais le groupe d'individus, le groupe de tuffers, ils sont dans l'insouciance globale et au fur et à mesure du film, virent peu à peu dans l'enfer, en fait. Donc même si tu restes très terre à terre, le titre du film et le sujet non, pas restent. que ça, parce qu'en Bah, fait, bah non, parce qu'en fait, la transe en elle-même, ça fait partie, enfin, c'est un sujet important dans le film. Ça veut dire, enfin, mais ça change rien, ça. non, mais tu dis que, en fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le film, il y a une notion d'apocalypse dans le film qui n'est pas du tout expliquée. C'est juste des bribes que l'on a parce qu'il y a une radio, parce qu'on entend, parce qu'ils en parlent un peu, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est expliqué. Donc, on peut aussi se poser la question du choix et du chemin individuel face à cette tragédie mondiale. Parce que c'est une tragédie qui a l'air complètement mondiale pour le coup. Parce qu'il y a des réfugiés, il y a des morts, il y a des explosions, il y a pas mal de choses qui sont euh, concrètes dans le film et euh, qui nous donnent ce sentiment de fin du monde. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des disparitions dans le film. Oui. C'est juste que il y a certaines personnes, certains personnages qui quittent cet univers physique, juste qui quittent cet univers physique en fait. Et à la limite, là où tu as vu de la tension toi, dans ce que tu me disais, moi j'ai eu aussi, j'étais tendu, hein, y a pas de problème, mais j'avais une espèce, au fond de moi, un espèce de rire nerveux parce que pour moi c'était pas réaliste, parce que pour moi depuis qu'on est dans le Sirat, depuis qu'on est dans ce pont, dans ce chantier, dans ce chemin qui mène à l'au-delà ou aux enfers. Enfin voilà, je suis plus dans quelque chose dans le réel, dans le matériel. Je suis vraiment dans quelque chose de plus introspectif, de plus métaphysique, de plus abstrait aussi. Moi, il y a des choses dans le film qui m'ont énormément touché. Il y a la notion de deuil qui est importante. Il y a
une scène de transe. Et dans ce moment-là, et ça m'a fait le coup, mais vraiment quelques heures après, parce que j'ai repensé au film, ça m'a rapproché d'un état émotionnel que je connais, qui est lié au deuil, de ce moment où euh, le, le mal est fait, entre guillemets, et qu'il faut passer à autre chose, cette espèce d'entre-deux où, où on est bien, mais on sait pas jusqu'à quand. Enfin, voilà, il y a cette espèce d'état un peu en suspens. Alors, c'est pas clair du tout, mais ça m'a vraiment rappelé, moi, des émotions et des sentiments que j'ai pu vivre il y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est en ça que je trouve le film vraiment, vraiment magnifique. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est pas un film qui donne toutes ses cartes dès le début. Donc, c'est aussi à toi, soit de faire un cheminement pour essayer de trouver, ou soit, comme moi, le film te touche suffisamment pour que bah, t'aies juste besoin de te laisser guider. Et moi, je me suis vraiment laissé guider pendant tout le film. J'ai pas décroché une minute. Même les scènes du début qui sont plus contemplatives, où il se passe pas grand-chose, jusqu'un convoi, ou enfin voilà, il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Mais j'ai trouvé que le réalisateur avait réussi à filmer des marginaux avec beaucoup de tendresse, avec des comédiens qui sont des comédiens amateurs. Et ça que j'ai trouvé fort, c'est que le film n'a pas besoin de t'expliquer un background, n'a pas besoin de caractériser les personnages, parce qu'ils ont une physicalité qui font que bah, tout de suite on est avec eux, tout de suite on les croit, on a déjà une histoire qui s'est construite un peu dans nos têtes. Et il y a quelque chose sur la narration que je trouve mais vraiment exceptionnel. Et cette musique, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout une musique que j'écoute au quotidien, mais qui, pour le coup, m'a vraiment mis dans cet état-là de transe. Il y a eu des moments où j'avais limite envie de danser. Enfin, il y a des moments où je voyais des gens dans cette rave gigantesque et je me dis, putain, ça a l'air vachement bien. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller bouger, de boire des coups, etc. Enfin, Non, mais je suis entièrement. Alors, avec tout ce que tu dis, hein, hormis, franchement, encore une fois, hein, moi j'ai fait le cheminement. Je suis d'accord avec toi dans 80% de ce que tu dis. Là, tout ce que tu viens de décrire, je l'ai ressenti aussi comme ça. Et d'ailleurs, même quand on essaye à un moment sur Biggie d'essayer d'apprendre un peu plus sur son passé, c'est le fils de Sergi Lopez qui lui pose des questions. Et en fait, il balaye un peu le truc en lui disant qu'en fait, ma ancienne famille, je m'en manque un peu. C'est ma famille actuelle, c'est celle de marginalisée, en fait. Et on y adhère. Il n'y a aucun problème. Et on veut pas savoir, en fait. On n'a même pas envie de savoir d'où ils viennent ou autre. Ce qui compte, c'est ce qu'ils sont là aujourd'hui et maintenant. Et donc, dans tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a juste cette fin où toi, tu y vois quelque chose de très métaphysique, pas moi. Et je trouve encore une fois que le film a parfois des facilités qui me gênent un peu. Après, ça n'en a rien au fait que ça reste un grand film, un film qu'il faut voir, parce que il y a plein de choses en fait dans ce film-là, la photo, les acteurs, comme tu viens de le dire. Il y a des idées de mise en scène qui sont superbes. le sensoriel, en fait. Oui, exactement. Des fois, c'est bien aussi de pas comprendre ce que l'on voit, d'arriver à se laisser porter et entraîner. Et je pense que le film, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, mais je trouve que le film est pourtant accueillant. Ah, mais j'ai pas dit qu'il était pas accueillant, hein. J'ai juste dit que moi, j'ai des réserves parce qu'il y a des choses que je trouve faciles dans le film. Tu vois, j'ai beaucoup plus apprécié, même j'en ai parlé tout à l'heure, même c'est deux films très différents, mais sur le ressenti que j'ai eu après, en sortie de salle et après, je pense que je prendrais encore du plaisir à revoir Climax de Gaspard Noé, plus que de voir Sirat, même si j'ai très envie de revoir Sirat. Hein. Ça, y a pas de sujet. Mais peut-être parce qu'aussi Climax est beaucoup plus terre à terre que Sirat. Je peux aussi parler de ce qui, moi, m'a déçu dans le film. Moi, c'est la toute fin. Mais vraiment, la dernière scène de fin. Ah oui. Ça m'aurait pas déplu que ça coupe un tout petit peu plus tôt. J'avais pas besoin de ce retour au réel de fin du monde, de contextualisation, puisque j'étais complètement parti avec la métaphysique, avec le cheminement intérieur, avec le mystique, avec tout ça. Bah moi, cette fin-là, moi, au contraire, elle m'a plu, mais parce que moi, je suis toujours resté dans le réel. Donc forcément, la fin, j'ai fait, mais oui, et c'est un beau message. Et moi, je t'ai regardé, je me dis, mais oui, il a pas compris. Oh, non, on a chacun notre interprétation, c'est pas du tout pareil. Non, mais bien sûr, mais c'est ça qui est bien dans ce film-là aussi, c'est qu'il est complètement
ouvert comme il y a plein de zones nébuleuses, des zones d'ombre, des zones voilà qui, comme on le disait au début, il y a pas toutes les clés, pas toutes les cartes, et c'est aussi à nous de faire notre sirate, notre chemin dans ce film-là. Et je reviens sur ce que je disais, moi, c'est vraiment pour ça que je vais voir des films. C'est pour me sortir, peut-être, enfin, des fois, d'un réalisme. C'est pour d'aller explorer des nouveaux continents, qui soient concrets ou métaphysiques. Et je trouve que le film, moi, ce film-là m'a tellement ravi. Mais je suis tellement content de l'avoir vu et chaque jour qui passe, j'y repense, je repense à la musique. Enfin, franchement, j'ai tellement aimé. Chaque jour que Dieu fait. Ouais, chaque jour que Dieu fait. Ouais. En tout cas, moi, si je peux donner un conseil, parce que ça a été mon cas, ne regardez pas la bande-annonce. Je sais que toi, tu n'es pas d'accord avec moi, que tu trouves que la bande-annonce est proche de ce que peut décrire le film. Moi, la bande-annonce, quand je l'ai vue, je m'attendais pas du tout à ça et ça m'a profondément déçu. Après, est-ce qu'on peut parler du syndrome des bandes annonces qui racontent tout? Enfin, tu vois, il y a quand même des gros soucis dans les bandes annonces. Mais c'est peut-être aussi mon problème, c'est que celle-ci, en fait, la bande-annonce ne racontait pas, ne raconte en vrai pas le film, mais c'est ce que moi j'y ai projeté en fait, qui m'a déçu. Hein. Je m'attendais à voir Liam Neeson. En fait. J'ai juste une question à te poser. Pendant une bonne partie du film, le film va dans une direction. Au bout d'un moment, cet objectif-là est balayé. Ouais. Voilà, c'est la question que... Toi, tu veux les questions qui fâchent, toi. Bah, moi, ça m'a profondément agacé, en fait. Hein. Parce ça que y est. voilà, mais tu mets le doigt, mais oui, mais en fait, moi, si tu m'offres quelque chose, je veux savoir pourquoi. C'est toujours le même sujet que comme on en a parlé plein de fois, hein, du fusil de Tchekhov, où si tu me montres un fusil de près, certain. Alors là, la différence, c'est que c'est pas un fusil de Tchekhov, parce qu'un fusil de Tchekhov, c'est Oui, sur un non, détail, mais c'est sur un, bien sur sûr. un élément, souvent un outil qui va permettre à un moment donné, scénariquement, de twister, etc. Là, c'est pas du tout le cas, c'est juste une orientation du film. C'est-à-dire que le film part sur une orientation et au bout d'un moment, il se dit, ouais, bon, finalement, on va aller voir ailleurs. C'est ce qui m'a aussi un peu gêné. Et en fait, au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est juste un prétexte pour lancer le film. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que c'est pas... Mais je sais, c'est pour ça que tu poses la question, parce que sinon tu me la poserais pas. Non, c'est pas un prétexte, c'est juste qu'on suit des personnages qui changent. Bah, tu vois, le sujet quand elle a 18 ans ou autre, je pensais que ça allait devenir un des sujets centrales du film. Bah oui, c'est que tu te projettes beaucoup trop, c'est vrai. Ouais, mais parce qu'en fait, à un moment donné où c'est abordé en plus par les teufeurs, je me suis dit, ah, putain, c'est pas mal cette idée-là, tu vois. Tu sais, moi, je me suis posé la question au tout début du film. Alors, je l'ai vite balayé dans ma tête, mais je me suis posé la question de la réalité de cette jeune fille. Je me suis demandé, est-ce que dans ce contexte apocalyptique, est-ce que ce père seul et son fils, en fait, ne cherchent pas du lien et n'inventent pas, tu vois, une fausse disparition? C'est marrant que tu dises ça parce que je me suis posé aussi la question, mais pas sur les mêmes prétextes parce que moi je suis un peu tordu. Je me suis posé la question en fait. Ne retenez pas ça. En même temps, je montre que des films d'horreur, donc à un moment donné, tu vas te dire putain le mec il est vachement tordu quoi. Ouais, moi à partir du moment où il y a des boyaux, c'est super cool. Ouais. Il n'y en Non, a pas assez dans Sierra, visiblement. non, c'est ça qui m'a déçu. À un moment donné, vu que, et c'est là où je te rejoins, c'est que tu sais que c'est pas réel, parce que en fait, tu t'en rends compte assez facilement. Alors, réel, pas métaphysique ou autre, hein, c'est pas ça dont je veux parler, c'est plus réel, c'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est plus ça. Et la question qui m'est venue, c'est est-ce qu'en fait le gars, on va pas se rendre compte qu'il est fou? En fait, c'est un délire tout seul dans sa tête de drogué, tu vois. Non, mais honnêtement, tu vois, où le gars, en fait, il est complètement camé, il cherche sa fille, il a l'impression d'avoir, en fait, tu vas suivre ça tout le long du film pour qu'à la fin, on se rende compte qu'en fait, le gars, il était juste défoncé. Au LSD. Exactement. Exactement. Non, je pensais réellement que. Oui, parce que. Je pensais réellement, non, mais l'idée m'a traversé l'esprit, ouais. En même temps, ça parle aussi beaucoup de transe, d'état second. Il y a aussi de la consommation, voilà, de drogue, etc. dans le film. La drogue, c'est pas bien. La drogue, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, mais je pense qu'on a assez parlé du film. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est quand même très compliqué de parler de ce film-là sans en révéler trop.
Bah, sachant que c'est pas notre habitude de pas spoiler, donc. Alors, autant j'ai envie de dire que je fais beaucoup d'efforts, autant. Alors, vous qui écouterez ça après, vous pourrez quand même envoyer des gros bisous à Manu qui va devoir couper toutes mes conneries parce que moi j'ai spoilé à mort plein de fois. Mais bon. C'est là que vous allez apprécier tout mon travail de montage. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire in fine sur ce film et après on va couper? Eh ben écoute, moi je trouve que c'est un super film à voir, autant pour la photo, les décors, la musique, la mise en scène. Encore une fois, évitez de regarder la bande-annonce. C'est vraiment un conseil que je vous donne, car si vous êtes comme moi à vous projeter un petit peu, surtout quand c'est une bande-annonce qui en montre pas trop, eh ben, on peut sortir déçu. C'est ce que c'est ce que j'ai été. Je je pense aussi que même si vous n'avez pas aimé, laissez le temps un peu de réfléchir et de repenser au film parce que il faut, l'ingurgiter, il faut le digérer et c'est après qu'on se rend compte à quel point ce film est d'une grande force. Et même si avec Manu, on n'a pas forcément été, d'accord, tous les 2, sur certains sujets, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est un film qui mérite amplement, le prix à Cannes, qu'il a reçu, quoi. Ah bah, complètement. Et toi, Manu? Bah, moi, j'ai juste envie de vous dire, laissez-vous porter, allez-y, vous allez être surpris, vous allez être un peu challengés aussi. Franchement, voyez-le et puis, vous allez voir, ça va bien se passer. Et voilà, c'était Sirat à l'affiche, réalisé par Oliver Lax avec Sergi Lopez, Bruno Nunez Arjona, Stefania Gada et d'autres artistes issus de la culture rave, sur une bande originale signée Gang Ding Ray. Le film est actuellement en salle, alors si vous ne l'avez pas encore vu, foncez vous faire votre propre avis, c'est toujours mieux que de nous croire sur parole. Il y a du bruit dans la bobine, c'est dans toutes vos plateformes, alors abonnez-vous, laissez-nous des étoiles, des cœurs, ou même quelques pulsations électroniques si ça vous chante. Merci à toi Cédric. Merci, Manu. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, un autre film et sûrement un autre débat. Allez, salut! Ciao!